Bon bah, vous avez vu le titre. Je suis papa. Désolé si j'ai cassé vos oreilles. Bienvenue dans Sauf de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Aujourd'hui, c'est un épisode très différent puisque je vais vous parler tout seul d'un événement qui a bouleversé ma vie il y a 3 mois et qui va sûrement la bouleverser encore très longtemps. Et voilà, je suis papa d'une petite fille, elle va bien, la maman aussi. Et aujourd'hui, le but, c'est vous partager la joie de cette bonne nouvelle et évidemment plein de petites anecdotes en rapport avec le podcast Écologie Féministe. Donc que ce soit évidemment divertissant, que vous ayez un peu de potin si ça vous intéresse, mais surtout utile, la quête de sens, etc. Donc, très concrètement, je vais vous raconter l'accouchement, le séjour à l'hôpital, mon congé pat, comment le féminisme et l'écologie influencent ma parentalité et globalement, ça fait quoi d'être parent, hein. Je pense que je ferai un épisode spécial pourquoi j'ai décidé de faire un enfant ou pourquoi faire ou ne pas faire d'enfant dans un monde qui s'effondre, mais ce sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Cœur Love et ma mini-expérience de parents débutants écolo-féministes en quête de sens. Disclaimer pour les 3 haters du fond. Évidemment, ce n'est que mon expérience personnelle, subjective. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, l'accouchement, comment ça s'est passé ? En gros, du coup, le terme était passé. Donc là, on savait que ça pouvait être un peu n'importe quand et enfin, on allait très très régulièrement à l'hôpital parce qu'il y a des petits soucis de santé, faire des contrôles. Chaque jour, t'es là. Est-ce que c'est aujourd'hui ? Non, c'est pas aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui ? Non, c'est pas aujourd'hui. Jusqu'au jour où ma sœur, qui passe son diplôme de médecine chinoise, en plus d'être généraliste, m'envoie un truc pour faire de l'acupression. Donc, je commence à faire des points d'acupression qui favorisent pardon, le déclenchement de l'accouchement. Et donc, je fais ça le matin à ma femme. Et quelques heures après, direct, elle a... il y a quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. T'as pas les mêmes douleurs que d'habitude. Et donc, le soir, on va au resto parce qu'il y avait ma mère qui était là parce qu'on pensait qu'elle aurait accouché une semaine avant, en fait, à la date du terme. Et donc, elle était censée venir pour célébrer la naissance et tout, sauf que le bébé n'était pas encore là. Donc, on est quand même allé au resto. Et au resto, voilà, toutes les 5 minutes, là, elle commence à se lever. Là, tu sais, genre, à s'appuyer sur le dos. Qui respire fort, enfin comme tu vois des femmes enceintes qui en chient, quoi. Et je vous assure, il y aura des anecdotes sexistes et écolo, enfin des trucs plus constructifs. Voilà, là aujourd'hui, je me suis fait mal, je tape avec ma main contre la chaise. Bref, là aujourd'hui, c'est plus un épisode détente, donc prenez votre temps. Voilà, je vais vous raconter ma life, si ça vous intéresse pas, il y a pas de souci, mais au milieu, en tout cas, sachez que voilà, j'ai quand même préparé le truc pour que il y ait de la matière politique, écolo, féministe en quête de sens qui vous nourrissent aussi et que ce soit pas juste du pur divertissement, parce que pour moi c'est important que vous appreniez des choses en écoutant ce podcast. Donc ma femme est d'accord pour que je raconte un peu tous les détails, hein. Vous en faites pas, j'ai demandé son consentement. Hop là, premier clin d'œil féministe. Mais donc on rentre à la maison, ma mère se barre pour nous laisser tranquilles, et là vraiment c'était toutes les 3 minutes dès le début, elle avait des contractions. Voilà, pour les débutants. Au début, les contractions, c'est censé être quand même vachement espacé et pas hyper intense. Et petit à petit, c'est de plus en plus rapproché entre 2 contractions. Donc, c'est comme une vague de douleur qui te traverse. Et au début, t'es là, ouf. Après, t'es là, après, ça te coupe le souffle et après, c'est vraiment hardcore. T'as mal, très mal, très très mal, très 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 mal, très 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 mal. Et c'est là que il faut aller à l'hôpital, en gros. Sauf que ma femme, dès le début, elle a des contractions toutes les 3 minutes. Donc, en fait, t'as pas le temps de te reposer, de souffler parce que la prochaine vague, la prochaine contraction, elle arrive tout de suite. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Et donc, là, on fait ce qu'on nous a appris pendant les cours de préparation à la naissance, hein. Donc ça, trop cool qu'il y ait ça. Et évidemment, si le deuxième parent peut y aller, vraiment, allez-y, pour être en soutien de votre partenaire, et que pendant que votre chérie, elle, douillera à mort, vous êtes un peu plus lucide parce que vous avez toutes vos neurones, que vous n'êtes pas défoncé hormonalement, que vous n'êtes pas défoncé par la douleur. Votre cerveau, il va falloir qu'il marche pour 2 pour prendre des décisions. Donc, on fait ce qu'on nous a dit de faire. Donc, en gros, tu restes le plus longtemps possible chez toi pour que le travail avance au maximum, idéalement pour arriver à 3 cm de dilatation en arrivant à l'hôpital, parce que si t'arrives pas avec 3 cm, soit on te remballe chez toi et du coup, t'es dégoûté de la mort, soit on te met juste sur un brancard dans le passage, en fait, dans un couloir, parce que c'est trop tôt, en fait, t'es venu trop tôt et donc tu gênes, en fait, entre guillemets, et du coup, franchement, entre être chez toi tranquillou, à prendre des bains, à avoir tout ce que tu veux autour de toi, de la glace, du réconfort, des coussins, enfin voilà, tu peux crier, t'as de l'intimité, ou toute seule sur un brancard avec des perfusions, avec des gens qui passent, des inconnus, aucune intimité. Franchement, voilà. Et donc là, de 21h, à peu près à 1h du mat, elle douille en gros. Au début, elle prend des bains et après, elle sort parce qu'elle a trop mal. Je sais pas si mes anecdotes sont vraiment trop longues, mais mais pour une fois, écoute, on va être en roue libre, hein. C'est pas grave, vous aurez un peu plus de story time, comme on dit dans le monde des influenceurs. Mais du coup, là, ok, il était 1h du match. Vraiment, elle andouillait énormément. Ouais, je sais pas si ça fait un peu andouiller, mais elle souffrait énormément. Donc, gros respect aux femmes et à ma chérie, en fait, qui est une warrior, qui est
Enfin, elle encaisse tout, quoi. Mais toi, du coup, t'es là, ok, parce que toutes les 2 minutes, du coup, faut noter les trucs sur l'appli, faut la soulager en bas du dos, mais t'es là, mais en même temps, si je veux appeler les pompiers, parce que nous, on n'a pas de voiture, donc l'hôpital nous avait dit, j'avais jamais pensé à ça, je pensais qu'on irait en taxi, mais il nous avait dit, appelez le 15 ou le 18, on sert à ça, quoi, pour venir vous chercher et vous amener à l'hôpital. Et moi, j'étais là, en fait, là, faut qu'on aille à l'hôpital, mais en même temps, d'abord, il faut que rapidement je la sèche, je la rhabille, parce que clairement, elle est pas très mobile, elle peut pas faire grand-chose. En plus, avec un ventre énorme, le plus vite possible. Mais en même temps, toutes les 2 secondes, t'es interrompu par une contraction où toi, faut que t'appuies sur le dos pour la soulager. Donc c'était vraiment contraction. Ok, vite, on a 20 secondes devant nous. Ok, on t'essuie les pieds, on met tes chaussettes. Ok, c'est reparti pour un cycle de 3 minutes. Contraction. Ok, maintenant, on t'essuie les jambes, on te met le pantalon. Enfin, vraiment, c'était un sketch, quoi. Les pompiers arrivent, ils tracent comme des malades. Ah oui, déjà, ils sont trompés d'adresse. Heureusement. Ma femme, elle était trop relaxe, c'était trop drôle. Bon, après, c'était pas leur faute, il y a 2 rues qui se ressemblent un peu. Bref, vraiment, si vous me laissez partir en live avec un truc pas trop écrit, je fais beaucoup de digressions. Dites-moi en DM si jamais ça vous saoule que je pars en cacahuète, ou si au contraire ça vous fait rire, parce que du coup, je fais un peu plus de blagues, à voir si vous les trouvez drôles, c'est un autre sujet. Donc, le mec trace comme jamais, et on arrive à l'hôpital, on est là, c'est bon, ils vont nous mettre dans une chambre, et là, ils nous disent, en fait... le col, il est ouvert qu'à 1 centimètre, quoi. Donc, à moins que la poche des os est fissurée, on va vous renvoyer chez vous, on est désolé, même si on voit bien qu'elle souffre énormément, quoi. Et donc, nous, on était là. Enfin, c'était vraiment quand ça fait 5 heures que tu vois l'autre au bout de sa vie. En plus, on n'a pas de voiture, donc c'est compliqué. Tu veux juste être pris en charge et savoir que... Parce que là, c'est que le début de l'aventure de l'accouchement, quoi. Une fois que t'es à l'hôpital, elle accouche pas dans la demi-heure. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'en moyenne, le premier accouchement, c'est une 12aine d'heures une fois que le travail a commencé. Et là, le travail avait même pas commencé. Donc, et par miracle, merci, dans la voiture... elle a eu une petite perte des os. Du coup, ils nous ont gardés par sécurité. Et puis là, ils ont filé des space-fonds. Je savais même pas qu'on avait le droit au space-fonds parce qu'il y a plein de médocs auxquels t'as pas le droit quand t'es enceinte. Et donc là, la nuit interminable, mais qui en fait est passée en 2 secondes parce que toutes les 3 minutes, elle avait une contraction de ouf. Alors, c'est possible que dans cet épisode, je dise des bêtises anatomiques, biologiques, comment on dit, obstétriques. Mais vous arriverez à comprendre, j'espère. Et n'hésitez pas à me corriger. Donc toutes les 3 minutes, hop là, les mains dans le dos, elle douille de fou. Et en fait, ils ont fini par lui donner du gaz hilarant, pour vous dire, tellement elle avait mal. Donc moi, ce que je lui répète 500 fois pendant la nuit, c'est respire, parce que t'as plein d'exos de respiration pour t'aider à soulager et à faire descendre le bébé. Mais donc voilà, j'ai jamais prononcé autant un seul mot en une journée que respire ma chérie. Même si vous avez l'impression que c'est la 3e fois, en fait, ça sert à chaque fois parce que elle est prise dans la douleur de fou, quoi. Donc voilà. Donc j'avais pas percuté que du coup, c'était vraiment long. À la fois, c'est passé super vite parce que t'as pas de temps mort en fait. Toutes les 30 secondes, il se passe un truc parce que t'as un nouveau cycle de contraction qui recommence et qu'elle a besoin de toi. Et en même temps, j'avais pas percuté que du coup, tu passes une nuit blanche hyper intense. Parenthèse aussi, messieurs, mesdames, les 2e parents, ne faites pas de blagues pendant que votre chérie souffre un max. Voilà, petit conseil pratique, ça risque de très mal tomber. Voilà, parenthèse fermée. Et donc enfin à 5 heures, ils lui mettent une énorme seringue dans le dos, mais qui lui fait trop du bien. Donc c'est la péridurale, quoi. Sauf qu'après, maintenant j'accélère un peu parce que y a moins de choses à raconter. Normalement, toutes les heures, il te contrôle un peu et le bébé, le col est censé se dilater de plus en plus. Et nous, on est resté bloqué à 3 centimètres pendant 6 heures. T'es pas censé rester, donc ça stagnait, quoi. Donc si ça stagne trop longtemps, ils sont censés déclencher. Et ça finit par passer à 4 cm. Donc au bout de 6 heures, ça augmente de 1 cm. Du coup, les médecins ils viennent contrôler toutes les heures. Et moi, là, à ce moment-là, il y a du coup ma mère et ma sœur qui étaient censées être là ce week-end-là, qui sont là, est-ce que tu veux qu'on t'amène à manger? Je dis, ouais, avec plaisir, ça me fera une petite pause. Et donc, je discute avec eux 20 minutes, une demi-heure, et voilà, je savais que j'allais louper le rendez-vous avec le médecin parce qu'il passait au même moment, mais voilà, ça fait 7 heures qu'il passait toutes les heures, qui nous disait, non, on va pas déclencher parce qu'on préfère attendre, etc. Ça, c'est un peu à la discrétion du médecin en charge. Est-ce qu'on décide de déclencher? T'en as qui sont plus pour un truc naturel et attendre le plus longtemps possible, en gros. C'est quand même, c'est pas rien de faire une césarienne. Et t'en as qui sont plus, vas-y, on avance avec une césarienne, et voilà. Bon, là, c'était plus l'école, on fait traîner pour ce qui est pas mal aussi, un accouchement naturel, mais du coup ça peut durer très longtemps. Moi j'étais au pire, si jamais il décide de déclencher, tu m'appelles et puis je débarque tout de suite, quoi. Et donc moi je discute avec ma sœur et ma mère et je leur raconte la nuit de folie qu'on vient de passer. Et je reviens et là j'entends Monsieur Chevel. En fait il y a une nana qui me cherchait du staff et je vois sur mon téléphone qu'il y a un appel en absence que j'ai pas entendu parce que je sais pas, je devais être en vibreur et je me sentais trop mal. En plus surtout la fatigue d'une nuit blanche et du stress et de tout ça, j'étais au bout de ma vie. Ouais, je commence à fondre en larmes, j'ai abandonné ma femme parce que elle a dû partir au bloc. Du coup c'est ça qui s'était passé entre temps. Du coup ils avaient décidé de déclencher la césarienne, je sais pas pourquoi là plutôt qu'avant, parce que du coup là on était quand même le lendemain à 18h. Voilà. Ouais, ça fait presque 24 heures qu'on est là-bas et que toutes les 3 minutes elle a des contractions.
contractions. T'imagines, pour ma femme, je me disais, mais elle a dû partir au bloc et t'as envie que ton partenaire il soit là parce que c'est une grosse opération, la césarienne. Et en fait, ils me disent, bah non, vous en faites pas, votre femme, elle était hyper peace, très relax, elle vous en veut pas du tout. Et merci ma chérie, tu es parfaite, je t'aime trop, parce que j'ai vraiment merdé sur ce coup-là. Et donc, moi, j'étais en train de pleurer comme une madeleine à côté de fatigue et de stress, parce que j'avais pas dormi depuis... ça faisait 36 heures que j'étais réveillé, quoi. Donc, et du coup, je me ressaisis, je fais, attends, en fait, tu vas rencontrer ta petite fille dans 5 minutes, donc Camille, t'en veux pas, ok, vous gérerez ça après, tu t'excuseras et tout ça. Mais là, en fait... t'as envie d'être dans une énergie de joie et tu vas enfin rencontrer ton bébé et ça va être génial. 5 minutes après, il vient de me chercher et il me donne mon bébé et c'était incroyable, quoi. Enfin, dès le début, elle avait les yeux grands ouverts et elle me regardait dans les yeux et j'étais waouh, enfin, c'est magique, en fait. Et ça, je pense, c'est notamment grâce à l'aptonomie. C'est une méthode toute simple qui aide les parents à s'impliquer dans la grossesse dès le début et à créer une connexion avec le bébé, où tu places tes mains sur le ventre et tu fais bouger ton bébé tu l'appelles en fait d'un côté du ventre à un autre côté. Et du coup, non seulement ça développe vachement sa mobilité plus tôt, son éveil plus tôt aussi. À la naissance, ça fait des bébés plus éveillés, avec plus de motricité. Et ça implique aussi le deuxième parent dans la grossesse. En tout cas, nous, je pense que c'est grâce à ça que dès le début, nous regardait dans les yeux, grands ouverts, alors que c'est quand même assez pas la norme pour les bébés à la naissance. Deuxième chapitre. Ici commence le séjour à l'hôpital. Donc normalement, c'est 2-3 jours et 4 jours si tu fais une césarienne. Messieurs ou mesdames les deuxièmes parents, si vous pouvez, moi je vous conseille plutôt de pas dormir à l'hôpital, sauf si ta femme le veut absolument pour être en soutien. Mais en fait, c'est beaucoup plus important que tu sois en forme la journée pour prendre le relais, parce que ta femme, elle va être au bout de sa vie, elle va être crevée comme jamais. Nous, franchement, à l'hôpital, le staff était incroyable. Enfin, à chaque fois, ils prenaient vachement le temps de nous expliquer. Nous, enfin voilà, moi je suis très scolaire, ma chérie aussi, donc on va en poser 1000 questions, parce que en fait, il y a plein de trucs que tu sais pas. Donc on posait vraiment beaucoup de questions. Vraiment, ils prenaient le temps, et moi je m'attendais vraiment pas à ça, parce que l'hôpital en crise, etc. Et à part une soignante désagréable et moralisatrice, à un moment où ma femme était au bord des lames, c'était pas ouf. Sinon, j'étais vraiment très agréablement choqué à quel point elle prenait le temps de nous rassurer, de nous montrer les soins, de nous expliquer. Là, tu te dis, ok, régulièrement, on a tous des moments, je crois, enfin j'espère, où on se dit... c'est trop bien les impôts en France. Quand on tombe malade et qu'on se fait rembourser, quand tu mets ton gosse à l'école et que c'est gratuit, là j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour le système social français qui nous a permis d'être aussi bien accompagnés et que les premiers jours se passent bien. Troisième chapitre, le congé pat. Après toutes mes interviews sur le féminisme, j'avais encore plus envie, même si j'avais déjà envie à la base, de prendre le temps de prendre un vrai congé pat. J'ai pris 2 mois plus un 3e mois que je prendrais cet été. En soi, en auto-entrepreneur, t'as quand même 1 mois qui est remboursé, je pensais pas. Mais du coup, c'est à peu près pareil maintenant. C'est 1 mois aussi pour les salariés. Enfin, c'est 25 jours ouvrés, si je dis pas de bêtises. Voilà, de mes interviews, je voyais à quel point, en plus, les 100 premiers jours sont décisifs pour le deuxième parent et la plupart du temps, donc le père. Parce que c'est là que tu créer les premières dynamiques avec ton bébé, c'est là que tu apprends les premiers soins. Et du coup, si c'est la maman qui prend tout en charge, du coup, c'est des inégalités ou des différences, des rôles qui risquent de rester dans la durée. Et moi, j'ai pas envie que ce soit ma femme qui gère tout. Et j'ai envie de m'occuper de ma fille aussi, tout simplement. Autant, je kiffe mon taf et j'ai trop envie d'appuyer sur l'accélérateur et de faire 1000 trucs et de vous faire... Il y a pas mal de trucs dans les cartons dont je vous parlerai peut-être plus tard pour le podcast. Mais voilà, tu peux regretter de pas avoir pris assez de temps pour ton congé pat et de pas avoir vécu les premières semaines, premiers mois avec ton bébé. Il y a quand même peu de chances qu'à 80 ans, tu regrettes d'avoir pris ton congé pat et de pas avoir fait ces 2 podcasts en plus ou travailler un peu plus au travail. Travailler au travail, oui, ça paraît logique. Enfin bref, les premières semaines, c'est là où il se passe des trucs tous les jours et c'est assez ouf de voir... c'est trop drôle. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo en fait où toutes les semaines, surtout au début, après ça s'étale un peu, mais en tout cas très régulièrement, c'est un petit Pokémon qui débloque des niveaux de compétences. D'un coup, elle va commencer à, j'en sais rien, là en ce moment, elle met la main dans la bouche, après elle arrive à pousser avec les pieds, après elle commence à sourire, après, enfin tout le temps il se passe des trucs et c'est trop cool en fait de participer à ça. Après, elle est née après terme. Et donc c'est très bizarre parce que dans ta tête, t'as une date d'accouchement que les médecins te donnent depuis le début. Donc toi, tu fais une fixette là-dessus. Tu sais que c'est pas forcément ça, qu'il y a quand même pas mal de prématurés ou je crois que c'est 15%, truc comme ça, d'enfants qui naissent après le terme. Mais dans ta tête, on t'a donné une date, du coup, psychologiquement. En gros, moi, j'étais en speed de fou parce que pendant ces 2 mois de congé pat, il fallait que j'ai plein d'épisodes d'avance. Donc, je peux te dire que janvier, février, ça a charbonné. Mais du coup, moi, j'avais la fixette sur cette date parce qu'il fallait absolument que je finisse tous mes épisodes d'avance avant qu'elle accouche, quoi. Donc, j'étais bien content qu'elle naisse après terme. Mais voilà, c'est un peu spécial quand même le principe de dire que ta vie peut basculer du jour au lendemain, n'importe quand.
avec 1 mois d'avance, comme ça peut être avec 10 jours de retard, quoi. Voilà, quelques semaines plus tard, quand la famille est revenue, enfin certains ou ceux qui n'ont pas pu venir à l'hôpital, nous on avait mis en place des règles, par exemple. On avait beaucoup réfléchi à nos besoins. Et un conseil, une astuce, ça peut être qu'ils dorment pas à la maison. Donc soit vous trouvez des copains chez qui ils peuvent dormir, soit nous ils ont pris des Airbnb, mais forcément ça demande un budget. Et ils venaient que entre 14h et 19h. Donc voilà, ça peut sembler un peu étrange, mais en fait nous on était au bout de notre vie. Et t'as pas envie de devoir gérer ta famille et de les avoir dans les pattes, et on n'a pas un appartement immense non plus. Donc c'était le choix qu'on avait fait. Heureusement, on est assez bon à anticiper quels sont nos besoins et à les exprimer à notre famille, qui sont assez compréhensibles, même si clairement faut du temps pour leur expliquer parce que c'est un peu atypique, et je comprends, j'ai de l'empathie pour eux. En tout cas, ça peut être une astuce pour éviter de se foutre sur la gueule en fait, parce que vous êtes dans les pattes les uns des autres. Moi j'ai hésité à passer à 80%. Finalement, comme quand il y aura la nounou, j'irai la chercher tous les soirs à 18h. Donc en fait, au lieu de finir à 19h30, je finirai à 18h tous les soirs. Donc ce sera un peu une forme de 80%, mais sur 5 jours, quoi. Parce que du coup, mes journées seront plus courtes. Ça peut être un truc à vous demander, si forcément, il faut avoir le luxe de gagner assez bien sa vie, et d'en avoir envie aussi, et que ce soit possible, forcément, dans son organisation. Quand t'es indépendant, podcasteur, forcément, c'est plus facile. Mais ma femme passe à 80%, donc c'est clairement de plus en plus courant aussi, notamment pour les jeunes mamans. Chapitre 4, les affaires de bébé. C'est un vrai budget. Un bébé, c'est pas un budget au quotidien. Au quotidien, c'est surtout des couches et du lait infantile ou maternel. Sinon, un bébé, voilà, t'as pas 100 000 trucs à dépenser. Par contre, en termes de stock et d'investissement, notamment forcément quand tu prépares l'arrivée pendant la grossesse, comment tu dépenses trop d'argent, c'est cher, quoi. Entre le lit, la poussette, les habits, etc. Heureusement, nous, il y a ma belle-sœur qui nous a refilé plein de fringues d'occasion, vraiment. Merci Elodie. Tu n'écouteras jamais ce podcast sûrement, mais merci beaucoup. Parce que tu fais des économies de ouf, et en vrai, c'est des fringues qu'elle va garder surtout au tout début, quelques semaines ou quelques mois. C'est du gâchis écolo et financier. Par contre, les couches lavables, respect immense pour les gens qui le font, mais juste, moi, pas possible. Vraiment, ma valeur numéro 1, c'est au-delà de l'écologie, c'est la simplicité. Et quand t'es au bout de ta vie, tu fais déjà 3 fois plus de lessive parce que la petite vomit, elle te fait caca dessus ou je sais pas quoi. Du coup, nous, on n'a pas eu le courage de le faire, mais respect à tous ceux qui le font. Je sais pas si je vais vraiment trop dans les détails, mais en même temps, moi, je sais que si j'étais pas parent, je serais curieux d'écouter ça, même si je pense que c'est clairement pas la plupart des gens qui sont pas parents qui écoutent ce podcast. Mais je sais que pour les potentiels futurs parents ou les actuels, ça peut soit vous rappeler des souvenirs, soit vous intéresser et vous changer la vie. Donc je vais quand même prendre le temps d'apporter ces petits détails. Par contre, ouais, c'est un énorme business, l'industrie bébé, quoi. Enfin, du jour au lendemain, la pharmacienne nous a proposé une carte de fidélité alors que ça faisait 2 ans qu'on allait dans sa pharmacie. Tu reçois des échantillons gratuits en pagaille, alors que ça, mais j'en veux pas, en fait. Enfin, et puis, il y a plein de trucs qui servent à rien. Tu sais pas, en fait, ce dont tu as besoin. Et du coup, c'est hyper important de prendre le temps de savoir un peu, qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui l'est pas, et potentiellement d'attendre la naissance pour acheter plus tard, parce que sinon, vous pouvez vraiment éclaquer plein de sous et polluer pour rien. Deuxième partie, dans les affaires de bébé, les cadeaux. Pour les vieux de la vieille qui suivent Soif de sens, quand ça s'appelait Changer le monde en 2 heures, les vidéos sur le minimalisme sur YouTube. Moi, je suis assez relou sur les cadeaux que je reçois, parce que j'ai pas envie qu'on me fasse des cadeaux. Enfin, je trouve ça génial, les cadeaux, mais quand ça a du sens et que c'est pas du gaspillage et dont on a besoin. Et là, j'étais pas prêt, quoi. Maman, je t'aime, tu sais très bien, on a déjà parlé 10 fois, mais voilà, nous on a une grosse discussion avec ma mère parce que elle a envie de rincer sa petite fille de cadeaux, et nous on est là, non, en fait, si tu ramènes 10 cadeaux à chaque fois, c'est pas possible, genre c'est pas possible. Donc voilà, on essaie de mettre en place des règles. Ok, bon, alors dès qu'on a un besoin, on te le dit, comme ça toi tu peux te faire plaisir à lui acheter un vêtement. Typiquement, achète plutôt des vêtements, c'est des trucs dont on va vraiment forcément se servir, plutôt qu'un 48e jouet qui va rester au fond du placard. Et le nombre de vêtements roses, j'en entends parler dans toutes mes interviews sur le féminisme, mais je me rendais pas compte. C'est flippant à quel point c'est bleu ou rose pour les bébés. Je pensais que ça avait quand même changé, quoi. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'elle porte du rose, mais pas que ça, quoi. Et pas du rose parce que c'est une fille. Donc voilà, ça m'a saoulé. Dernier chapitre, ça fait quoi d'être parent? Disclaimer, 2 trucs. 1, on a un bébé facile, et gros big up à ma femme qui fait les nuits parce qu'elle allait. Et donc forcément, je peux pas être là en mode franchement, c'est trop facile d'être parent alors que je fais même pas les nuits. Enfin, non, il y a un moment, faut remettre les choses à leur place. Du coup, j'essaie de relayer au maximum la journée, mais clairement, ma femme est incroyable et elle dort 5 heures par nuit depuis la grossesse. Et franchement, elle est plutôt en forme pour quelqu'un qui dort 5 heures par nuit, parce que c'est un tank, alors que moi, si je suis en manque de sommeil, je suis un zombie et je suis incompétent et désagréable. Voilà. Par rapport à ça fait quoi d'être parent, gros disclaimer juste avant, effectivement. Ce qui est chiant avec cette question, c'est que tout le monde a envie que tu leur dises « c'est incroyable » et en même temps « c'est horrible ». Et moi, c'est ni l'un ni l'autre, en fait.
Bizarrement, je trouve que moi, pour l'instant, ça change pas énormément de choses. À part, forcément, t'es plus fatigué et t'as moins de temps et tu sors moins et tu rentres plus tôt. Et bah, forcément, t'as quelqu'un, un bébé dont tu dois t'occuper. Mais je trouve que c'est comme quand tu passes le permis ou que t'as ton premier appart, tu vois. T'as un peu plus l'impression d'être adulte, mais tu te dis pas, OK, ça y est, je suis un daron maintenant, je suis un vrai adulte, quoi. Et à la limite, je trouve que c'est plus pendant la grossesse où là, je trouve que le regard des gens, en tout cas, j'avais l'impression que le regard des gens changeait. Ok, ça va être un papa, du coup, on te regarde pas tout à fait pareil. Et que psychologiquement, tu te prépares à devenir parent. Et donc, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le gros du boulot avant aussi, quoi. Parce que, en fait, on s'est bien préparé pendant la grossesse parce que moi, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire. Les gens, ils sont là, non, il n'y a pas grand chose. Je suis pas du tout d'accord. Le premier trimestre, c'est vachement à t'informer, à trouver une maternité, tous les trucs administratifs. Le deuxième trimestre, c'est très médical. Franchement, quand t'es enceinte, t'as des rendez-vous tout le temps. Et le troisième trimestre, c'était très matérialiste, quoi. Il faut préparer la chambre, récupérer des vêtements, acheter une poussette. Donc, je reprends le raisonnement. Je trouve ça, moi, personnellement, ça m'a pas chamboulé de ouf parce qu'on s'était bien préparé psychologiquement, matériellement. Et surtout, parce que ça faisait des années, en fait, que je me préparais, mais plus en termes de développement personnel. Notre couple aussi, qui, à mon avis, est assez sain, où on surcommunique beaucoup. Bah, forcément, si ton couple, il est solide, bah, ça tiendra bon, même avec la fatigue, un enfant qui pleure et tout le monde qui est crevé. Et je m'étais aussi posé 1000 questions, dont je vous parlerai dans l'épisode bonus sur pourquoi j'ai décidé de faire un enfant et les arguments pour et contre par rapport à l'effondrement. Bah, je m'étais posé 1000 questions à ce moment-là. Et du coup, moi, je pense qu'on sous-estime énormément la galère, en fait, d'avoir un bébé et les pleurs et la fatigue. Et donc, je m'étais déjà préparé à ce que ce soit beaucoup plus dur que ce qu'on nous dit parce qu'on idéalise, on romantise vachement la naissance et c'est un moment magique effectivement, mais on occulte quand même beaucoup les difficultés. Ensuite, en termes de sexisme avant la naissance, ça c'est assez rigolo. Quand on me demandait ce que ça me fait d'être parent, bah, pendant les rendez-vous avec l'assistante maternelle, des fois t'existes plus, quoi. Et elle regarde la mère, et toi t'es pas là. En fait, non. Donc je dis ok, c'est ça que vivent les femmes au quotidien quand t'as une personne sexiste en face qui parle que au mec et pas à la nana. Ou quand elle nous demandait, il faut faire est-ce que vous voulez qu'on prenne un rendez-vous la prochaine fois plutôt le soir pour monsieur qui travaille. Enfin, en fait, moi je peux prendre rendez-vous dans la journée quand je veux parce que je suis indépendant. Donc non, c'est ma femme qui est dispo que le soir parce que elle a des horaires de bureau, quoi. Donc c'était marrant de sentir le sexisme dans ce monde de la maternité par des femmes. Et aussi le choix du sexe, tu choisis pas le sexe, mais le choix de connaître le sexe de ton enfant. C'était marrant parce que justement par rapport au sexisme, nous, on voulait pas savoir au début, justement pour pas projeter des schémas sexistes sur elle. Enfin, une fois que tu sais que c'est un garçon ou une fille, bah tu peux pas t'empêcher de projeter des choses sur une petite fille ou sur un petit garçon. Du coup, on avait préféré ne pas savoir tout de suite et plus se réjouir d'un bébé. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que le mieux est l'ennemi du bien, et du coup, de pas savoir son sexe, ça m'empêchait de me projeter tout court, du coup. Et du coup, je pense que je réalisais moins que j'avais un bébé qui allait arriver que si j'avais su plus tôt que, en l'occurrence, ça allait être une fille. Et donc, en cours de route, donc ça doit être au 3e trimestre, j'imagine, on a changé d'avis et on a dit, bon, finalement, on veut savoir le sexe. Et voilà. Et en fait, nous, c'était notre parcours et c'était ce qui nous correspondait bien. Mais voilà, vous pouvez décider de connaître le sexe si vous avez envie. Vous pouvez décider de pas le connaître si vous en avez envie et que justement vous avez peur que vous et que votre entourage aussi projette des choses. C'est vrai que ça, c'est quand même cool parce que du coup, notre entourage a pas projeté, ils ont pas tous acheté des trucs tout roses, même si à la fin, ils savaient que c'était une fille. Mais vous pouvez aussi changer d'avis en cours de route et c'est tout à fait OK. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Moi, en tant que père, c'est marrant parce que j'étais pas quelqu'un à l'aise avec les enfants jusqu'ici. Je suis le plus petit de ma fratrie. Et justement, là, j'étais trop surpris. Quand je vous dis, voilà, bizarrement, ça m'a pas bouleversé d'être papa. Il y a notamment ça que j'appréhendais. Bah, en fait, les techniques de quand tu changes 10 couches par jour, bah, forcément, en 2 jours, t'es un pro de la couche, quoi. Je pense qu'au bout de 2 heures, j'étais ah, ok, tu la portes comme ça, elle est bien. Et vraiment, j'étais très agréablement surpris de comment un mec qui est pas du tout à l'aise avec les enfants peut le devenir super rapidement. En tout cas, dans mon cas. Ensuite, ça, j'aurais trop voulu qu'on me le dise, alors je tiens à vous le dire, absolument. Mais un bébé, c'est trop drôle. Vraiment. J'avais interviewé plein de gens, de copains, pour avoir un peu leur feedback de ça fait quoi d'être parent, comment ça a changé les relations entre vous, c'est quoi les pires moments, c'est quoi les meilleurs moments, de quoi tu te souviens. Et vraiment, il y a personne qui m'a dit que c'était trop drôle un bébé, et c'est trop drôle. Tu la vois, elle va brailler de fou, et tu lui mets le biberon, elle fait et en 1/10 de seconde, elle change complètement de tête, d'émotion. C'est vraiment l'instant présent, quoi. Alors nous, elle fronce énormément les sourcils. Elle te regarde comme ça quand tu lui parles avec un regard hyper sceptique. Elle a vraiment une tête trop drôle. Je sais pas, t'es en train de lui parler, puis t'éternues, encore plus là, avec le printemps. Et elle a fait et du coup, elle ouvre grand les yeux. Et elle te regarde un peu sidérée, là, comme si tu l'avais fait un sort de stupéfixe, quoi. Enfin bref. C'est des choses vraiment toutes bêtes, mais ma femme, elle est trop forte en
en truc manuel et elle a fait un mobile avec des origamis au-dessus de la table à langer. Et du coup, quand tu la poses sur la table à langer, la petite, elle est là. Waouh! Et elle sourit, mais d'une telle spontanéité et d'un tel naturel que c'est trop magique, en fait, de la voir s'émerveiller comme ça. J'avoue que j'aurais pu faire un épisode beaucoup plus dans l'émotionnel et c'est trop beau d'avoir un bébé et c'est trop bien. Mais bon, finalement, c'est pas la direction que j'ai pris. Moi, j'ai souvent envie que vous ayez du concret et de vous donner des conseils pratiques. Mais en tout cas, je trouve ça magique de voir, voilà, chaque semaine presque, quelles nouvelles compétences elle développe, comme je vous disais. Et du coup, moi, en tant que père, pour revenir sur le sujet, comme ma chérie Alette, moi, en tant que père, du coup, j'essaie d'aider ma chérie. C'est pas aider ma chérie, épisode numéro 1 sur la charge mentale, tu n'aides pas l'autre, tu prends ta part, hein, on connaît. Mais c'est de faire tout ce que je peux, de tout le reste qu'elle peut pas faire, en fait. Parce que elle fait les nuits et elle allait la journée. Et elle vient de sortir de 9 mois de grossesse hardcore. Ouais, je fais les courses, donner, laver, préparer les biberons, être à l'écoute de la mère beaucoup, dézoomer la situation pour trouver des solutions là où ma chérie, elle les voit pas parce que elle est dans un cycle infernal, pour moi maintenant, mais au tout début de tété caca dodo, en gros, quoi. Et voilà, je trouve qu'on minimise tellement à quel point c'est dur d'avoir un enfant que je m'étais vraiment préparé au pire. Mais comme je vous dis, en plus, j'ai trop de chance parce qu'elle est assez calme, donc c'est moins pire que ce que je croyais. Donc franchement, je le vis bien. Par contre, c'est peut-être ça aussi le plus important par lequel j'aurais dû commencer. Ça me semble complètement normal. C'est ça qui est bizarrement bizarre, quoi. Simultanément, ça me semble trop normal et simultanément, je réalise pas. Et parce que chez moi, je pense que ça prend du temps. Il y a plein de moments où je suis vraiment émerveillé par mon petit bout de chou et je suis là... c'est magique et c'est incroyable et tout ça. Mais c'est pas non plus H24. Je pense que ça prend du temps de développer un lien et ça dépend chez les personnes. Et c'est pour ça que j'avais pas non plus envie de faire un épisode en mode c'est trop beau la paternité et voilà, parce que c'est ok si t'es pas 100% gaga dès la première seconde de la vie de ton bébé. Moi, c'est pas le cas. Il y a un lien qui se développe et j'en suis très heureux. Et c'est normal. Faut qu'on apprenne à se connaître, qu'elle apprenne à me connaître et que moi j'apprenne à la connaître quand sa personnalité se développe petit à petit. J'ai un copain qui m'avait dit ça, que lui, il a vraiment percuté qu'il était papa assez tard, en fait, quand sa fille l'a appelé papa pour la première fois. Et ensuite, quand tu vois qu'elle imite tous tes comportements, là, tu percutes encore plus que t'es papa et que t'as une responsabilité énorme. Et je trouve que c'est un discours qu'on entend peu et qui peut faire du bien au père comme à mère d'ailleurs. T'es pas obligé de tomber amoureux de ton enfant dès la première seconde. Des fois, l'amour, c'est un truc qui est construit, quoi. On nous vend le truc des films avec non, il va y avoir le coup de foudre amoureux pour les couples comme pour les bébés à la seconde où tu vas le voir. Bah non, pas forcément. Des fois, ça grandit crescendo. Des fois, ça peut avoir rien au début parce que t'es en postpartum. Oui, on dit postpartum à chaque fois. Pour ceux qui ont vu l'épisode avec Bliss, il y a une époque, je disais postpartum parce que dans mes cours de latin, voilà, le U, tu dis ou, voilà, désolé. Mais effectivement, postpartum. Et c'est ok, en fait, de prendre du temps pour développer l'amour pour son enfant, et ça veut pas dire que t'es un mauvais parent, et enfin voilà. Dernier truc, moi, un des trucs dont je suis trop content, c'est que on a anticipé tout ce qu'on pouvait, et franchement, je dis merci au nous du passé, parce que je trouve qu'on est assez mal préparé. C'est pas dans notre culture, et nous, clairement, on est privilégiés, et voilà, on a du temps, on a pu prendre des congés parentaux tous les deux, on a eu plein de bouquins, ma mère, elle était infirmière puéricultrice, donc je peux lui poser plein de questions, j'ai des copains parents, du coup, j'ai pu les saouler avec mes questions. Je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire. Le but, c'est pas de vous stresser ou de culpabiliser ou quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses où on est assez mal accompagné. Médicalement, c'est carré, mais au contraire, justement, t'as 110 rendez-vous médicaux. Mais je trouve que sur le côté matériel, la psychologie, l'éducation, l'allaitement, etc., franchement, c'est la jungle. Donc si vous pouvez anticiper pendant la grossesse, faites-le. Si vous le faites pas, tant pis. La plupart des parents le font pas, hein. Je pense pas qu'on soit la norme, c'est juste que nous, on aime bien anticiper les choses. J'espère que cet épisode vous a plu, parce qu'il est vraiment... j'ai jamais fait un épisode comme ça, encore plus sur un sujet aussi perso. Si vous avez envie de me dire des choses sur Instagram pour réagir, franchement, ça me ferait trop plaisir. Et je vous conseille évidemment l'épisode que j'ai fait avec Bliss Stories sur la maternité. Je vous embrasse. À dimanche prochain. Ciao!